Il était une fois une jeune femme qui avait rencontré son prince charmant et qui en était tombée follement amoureuse. Après plusieurs années, le prince charmant et sa princesse se marièrent et eurent 2 beaux enfants. Ils vécurent heureux et stop, non. Ceci n'est pas une belle histoire comme on peut en trouver dans les livres. Delphine et Cédric Jubilard sont bien mariés et femmes. Ils sont aussi les parents de 2 enfants, Louis et Elia. Mais la comparaison avec les histoires qui font rêver s'arrête là. Le conte de fées a viré au cauchemar lors d'une froide nuit de décembre, quand la mère de famille a disparu, ne laissant derrière elle aucune trace. Depuis, l'enquête patauge, les couacs s'enchaînent et aujourd'hui, en avril 2022, Delphine n'a toujours pas été retrouvée. Sa famille, son mari et ses enfants cherchent toujours à obtenir des réponses quant à ce qui lui est arrivé, mais pour l'instant, ils n'ont rien de concret. Cédric Jubilard est soupçonné, mais il crie son innocence. Le fils du couple, le petit lui, livre tour à tour des versions différentes qui évoluent, obscurcissant toujours un petit peu plus les zones d'ombre autour de la disparition de sa maman. Séverine, une connaissance de Cédric dont il s'est rapproché, elle non plus, ne sait plus qui croire, ni quoi penser. Pour préparer cette vidéo, j'ai trouvé pas mal d'informations dans un ouvrage paru assez récemment, Le Mystère Jubilard, écrit par Ronan Folgoas, un journaliste qui connaît cette affaire sur le bout des doigts. Et j'ai la chance de le recevoir aujourd'hui, il va pouvoir nous apporter des précisions, qui sait, peut-être même des informations exclusives. Bonjour Ronan et merci d'être avec nous. Bonjour Affu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es et surtout en quoi tu as une position qui est assez unique par rapport à toute cette affaire? Alors, je suis journaliste au service police-justice du Parisien, le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Et c'est dans ce cadre que j'ai commencé à travailler sur l'affaire Jubilard au cours de l'hiver 2021. Et ensuite, j'ai écrit un livre consacré à l'affaire, intitulé Le Mystère Jubilard, qui est sorti en librairie au mois de mars. Donc, tu as vraiment été au cœur de l'enquête pour le coup. Oui, parce que assez rapidement, je me suis rapproché des meilleures sources, si j'ose dire, dans la mesure où j'ai pu contacter directement Cédric Jubilard, à un moment où il était en liberté. Nous sommes alors au mois de mars 2021 et je vais aussi le rencontrer physiquement, directement, tête à tête, à son domicile à Cagnac-les-Mines au début du mois d'avril 2021. Et suite à cette première rencontre, je l'ai revu 2 fois, au mois de mai et au mois de juin. Au mois de juin, c'était vraiment quelques jours avant son interpellation. Super. Eh bien, écoute, merci encore 1000 fois d'être avec nous. Et du coup, on se retrouve en fin de vidéo parce que je t'avoue que j'ai plein de questions à te poser par rapport à cette affaire. Delphine Ozaguel, de son nom de jeune fille, est née le 15 novembre 1987 dans le Tarn. Elle a 2 frères et une sœur. Et c'est ensemble que la fratrie va faire face à un bien triste événement. Les enfants Ozaguel perdent leur papa, qui disparaît alors que Delphine a 12 ans, en 2000. En 2005, Delphine va sur ses 18 ans, et c'est à cette époque qu'elle rencontre Cédric Jubilard. Les 2 jeunes gens font connaissance grâce à Caroline, une amie commune, qui organise chez elle une soirée à l'occasion de son anniversaire. Cédric, qui a lui connu une enfance difficile, est immédiatement charmé par la douceur de Delphine. Lui, il a grandi en passant de famille d'accueil en foyer, une vie agitée, bien loin de l'enfance heureuse et sereine qu'a vécue Delphine. Alors, quand il apprend à la connaître, qu'il découvre sa chaleur, son empathie, sa stabilité, eh bien, c'est tout ce dont il a toujours rêvé. Pour ne rien gâcher, Delphine est très jolie. Ce qui attire Delphine, chez ce beau brun au tempérament singulier et au sourire communicatif, c'est surtout son côté un petit peu provoque, l'image de bad boy qu'il dégage. Très vite, les 2 jeunes gens entament une relation amoureuse. En 2007, alors âgée de 20 ans, Delphine intègre l'école d'infirmière d'Albi, dans laquelle elle étudie pendant 3 ans. En 2010, elle en ressort diplômée et quelques semaines plus tard, elle est engagée dans la clinique de la même ville. Cédric, lui, est dans le bâtiment. Il est peintre-plaquiste. En 2013, Cédric et Delphine décident d'officialiser leur relation et c'est le 22 juin qu'ils se marient. Peu de temps après le mariage, ils emménagent dans une maison qu'ils ont fait construire dans le village de Cagnac-les-Mines. Tout semble réussir à monsieur et madame Jubilard, ils sont amoureux
jeunes mariés et propriétaires de leur logement. La maison, puisqu'on en parle, n'est pas tout à fait finie de construire. Cédric la terminera sur son temps libre puisque le bâtiment, c'est son métier. L'année suivante, la famille s'agrandit. Les jubilars deviennent les heureux parents de Louis et Delphine s'épanouit dans son nouveau rôle de maman. Les années passent et en 2018, le couple a un deuxième enfant, une petite fille cette fois-ci. Une seule ombre vient noircir un petit peu le tableau. Cédric, depuis toujours, fume du cannabis. Cette consommation occasionnelle s'est au fur et à mesure des années transformée en une réelle addiction. Il semblerait que Cédric était dans l'incapacité de mener une vie normale s'il ne fumait pas au moins une dizaine de joints par jour. Et cette dépendance, elle coûte cher. Pas loin de 400 € par mois, ce qui entame forcément beaucoup le budget que le couple consacre aux travaux du pavillon. Des tensions commencent alors à apparaître, d'autant plus que Delphine reproche à son mari de ne pas tenir ses promesses, de traîner pour terminer la construction de la fameuse maison. Elle en a marre, elle a un petit peu le sentiment en fait que c'est elle qui porte la culotte dans leur ménage, parce que c'est grâce à son salaire que la famille vit. Alors, en échange, il pourrait au moins terminer les travaux. Tant bien que mal, le couple reste ensemble, mais les disputes régulières l'ont pas mal fragilisé. Nous sommes maintenant au printemps 2020 et la France découvre qu'elle va devoir se confiner pour tenter d'enrayer la progression du Covid. De son côté, Delphine ressort changée de cette épreuve. En tant qu'infirmière, elle a rapidement été transférée dans le service Covid pour rejoindre l'équipe de soignants et cette expérience l'a chamboulée. Elle lui a fait prendre conscience du fait que la vie, parfois, ne tient à pas grand-chose et qu'il faut profiter de chaque instant. Elle semble maintenant réaliser qu'à seulement 33 ans, elle peut tout à fait refaire sa vie sans Cédric et être heureuse. C'est donc au début de l'été 2020, alors que la vie reprend doucement son cours, que Delphine annonce à son mari qu'elle veut le quitter. Cédric est anéanti. Lui, il est toujours amoureux de son épouse, et peut-être même plus qu'avant. Parce que le Covid, s'il a permis à Delphine de prendre conscience du fait qu'elle n'était plus très heureuse, il a aussi permis à Cédric de réaliser ce qui compte vraiment pour lui, sa femme et ses enfants. Il essaye alors de reconquérir Delphine, refusant de croire que c'est trop tard. Mais pour la jeune femme, la page est déjà tournée. Elle a définitivement fait le deuil de son mariage. Elle a même rencontré un homme sur Glidden, un site de rencontre dédié aux femmes mariées. En tout cas, elle se sent à nouveau libre d'aimer et tout lui semble possible. Elle a 2 beaux enfants, une carrière réussie et un nouvel homme dans sa vie. À la fin de l'été 2020, Cédric prend finalement conscience que son mariage est mort et la procédure de divorce est lancée à l'automne d'un commun accord. Les 2 époux continuent de cohabiter en bonne entente dans la maison parce que Cédric trouve difficilement du travail. La pandémie a mis à mal ses finances et sans le salaire de Delphine, il serait incapable de rembourser le crédit de la maison ou bien même de remplir le frigo. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Vous savez, le mari de notre marchande de glace qui était lui aussi resté habiter dans leur logement après leur divorce, faute de moyens. Nous sommes maintenant dans la soirée du 15 décembre 2020. Delphine est installée sur le canapé avec son fils Louis, alors âgé de 6 ans. La maman et son petit garçon regardent ensemble la télévision. Le bambin va se coucher à 23h après un dernier câlin de sa maman. Et c'est ce soir-là, alors que la France s'apprête à fêter Noël, que Delphine est vue pour la dernière fois. Ce mardi 15 décembre 2020, Delphine est en vacances. Elle ne reprendra le travail que la semaine prochaine. À 9h, elle dépose son fils Louis à l'école. Ensuite, elle se rend à Albi, où se trouve sa banque. Elle veut demander à sa conseillère un changement de code secret de sa carte de paiement parce que, malgré le divorce, Cédric ne s'est jamais gêné pour utiliser sa carte bleue et maintenant elle en a vraiment assez. Un peu plus tard dans la matinée, elle rejoint son amie Anne chez elle pour discuter autour d'un café et elle a l'immense joie d'assister au premier pas de sa fille Elia. À 13h08, le téléphone de Delphine vibre. Elle vient de recevoir un SMS. Ce message, auquel Delphine ne s'attendait pas, a été envoyé par la compagne de son nouvel amoureux. « Bonjour, sachez que vivre, partager, rigoler, coucher avec une personne qu'on aime, malgré ses imperfections et son envie de nous abandonner, est très difficile. S'il vous plaît, ne poursuivez pas maintenant cette aventure. Vraiment, je n'y arriverai pas. Laissez-moi encaisser les premiers coups avant d'en donner d'autres. Merci. » Cet homme, dont on ne connaît pas le nom, mais que la presse a rapidement surnommé l'amant de Montauban, était encore en couple lorsqu'il a croisé le chemin de Delphine. C'est d'ailleurs leur rencontre qui a été l'élément déclencheur pour lui. Tombé fou amoureux de la jeune infirmière, il avait décidé de quitter sa conjointe. Delphine lit le message, mais n'y répond pas.
En début d'après-midi, un deuxième message est envoyé à la jeune femme. Message demandé par monsieur. Nous nous sommes mis d'accord tous les deux pour que, tant que nous habiterons ensemble, nous soyons une famille. J'accepterai tout ce qui se passera après. Nous nous étions promis de ne jamais nous faire du mal en nous séparant, et c'est là la version la moins douloureuse. Psychologiquement, je ne peux pas tout endurer d'un coup. Laisse la place se libérer avant de la prendre. La jeune maman, cette fois-ci, répond. C'est un message respectueux, de femme à femme. Bonjour, je comprends tout à fait ta requête et je m'y plierai selon ta convenance. Malgré le fait que je ne te connaisse pas encore, j'ai énormément de respect pour toi. Tu es la maman d'A, je te considérerai donc telle qu'elle, avec toute la bienveillance que je pourrais te donner. Faites les choses au mieux pour lui. Il a autant besoin de sa maman que de son papa. Jean m'a toujours parlé de toi avec estime. Tu pourras toujours compter sur sa présence. Tu es jeune, tu as droit, toi aussi, au bonheur, et je suis persuadé que tu le trouveras. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà, je serai disponible pour te rencontrer quand les choses seront posées. En attendant, je vais m'effacer, me rendre discrète, te laisser digérer la nouvelle et vous laisser en famille selon ton souhait. Bonne journée. Quelques heures après la réception des deux messages, Delphine et son amant discutent et se projettent dans le futur. Ils évoquent leur avenir commun et envisagent d'abord de chacun louer un logement. Par la suite, ils souhaitent s'installer ensemble dans une ferme à proximité d'Albi pour y vivre sereinement leur amour sans plus avoir besoin de se cacher. Pour Delphine, son histoire a avancé de façon concrète ce jour-là. La séparation d'avec son mari est imminente. La situation est d'ailleurs similaire du côté de son amant. Tous deux envisagent désormais rapidement un avenir commun d'une façon presque palpable. À 16h30, Delphine va chercher son petit Louis à l'école et rentre dans sa maison de Cagnac, accompagnée de ses deux enfants. À 18h40, Cédric, revenu de son chantier, prépare le repas. Ce soir, pour le dîner, ce sera des pâtes avec des steaks hachés et des cordons bleus. La famille passe à table à 19h30. Le dîner est terminé, Cédric sort sur la terrasse pour fumer. Il se connecte à une application de rencontre, tandis que Delphine, restée à l'intérieur, envoie des messages sur Snapchat à son amoureux. Une fois sa fille Elia couchée, Delphine s'installe donc dans le canapé familial avec Louis. Mère et fils regardent ensemble la finale de La France a un incroyable talent, une émission que Louis adore. Le petit garçon a le droit de veiller parce que le mardi c'est permis. Dites-moi en commentaire si vous avez la ref. Et si vous l'avez pas, c'est tout simplement parce que le lendemain, Louis n'a pas école. C'est donc la raison pour laquelle il est autorisé à aller se coucher un petit peu plus tard. Et je le mentionne parce que c'est un élément qui aura son importance dans l'enquête. À 21h30, Cédric sort prendre l'air, le téléphone à la main. Une voisine l'aperçoit dans le quartier, marchant seule, sans ses chiens. Je précise, là encore, sans ses chiens, parce que ce fameux 15 décembre, c'est le jour où le couvre-feu a été de nouveau instauré. Et souvenez-vous, tout déplacement était strictement interdit, sauf en cas de motif légitime, comme par exemple pour aller promener son chien. Cédric se balade donc dans sa rue, il joue sur son téléphone tout en fumant une cigarette, et à un moment, il croise une voisine. Celle-ci dira d'ailleurs plus tard que lorsqu'il l'a vue, Cédric a baissé la tête, un petit peu comme s'il essayait de ne pas être reconnu. Peu après 22h, son téléphone s'éteint, car il n'a plus de batterie. Cédric adore jouer à Game of Thrones sur mobile, et le jeu est assez gourmand en ressources. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, Delphine continue sa conversation par message interposé avec son amoureux. À 22h19, elle lui envoie un selfie. On la voit souriante, portant un combi-short couleur crème, avec un col à liseré rose. En légende de cette photo, elle écrit « Moi aussi, envie de toi, j'attends que ça, que ton lit soit le mien ». Puis la discussion glisse vers un terrain que Delphine et son amant partagent, leur amour des bons vins. Pour célébrer la première étape vers leur vie commune, il a passé commande de plusieurs grands crus pour fêter ça. À 22h58, avant d'aller dormir, Delphine envoie un dernier message, empli de tendresse. « Je t'embrasse ». Et c'est après cette journée, riche en émotions et en bouleversements, que plus personne n'a jamais revu Delphine. Dans la nuit, vers 3h45, Cédric est réveillé par les pleurs de Elia. Sa petite fille de 18 mois a perdu sa tétine, ce qui explique ses larmes. C'est à cette occasion que le papa réalise l'absence de sa femme sur le canapé du salon, sur lequel elle avait pris l'habitude de dormir depuis la séparation. Inquiet, il commence à inspecter la maison, sans trouver la moindre trace de Delphine. Il va même jusqu'à descendre à la cave et se rend dans le jardin. Mais rien. Delphine s'est comme volatilisée. C'est à 3h53 que Cédric rallume son téléphone. Pendant 1 minute ou deux, il surfe sur le site de rencontre Badoo.
avant d'essayer d'appeler Delphine sur son mobile. Il tente de la joindre une fois, 2 fois, 3 fois, en vain. Alors, à 3h59, il envoie des messages via Messenger à des copines de Delphine pour savoir si elles ont des nouvelles. Hasard ou coïncidence, l'une des amies de son ex-femme est réveillée et répond alors à Cédric « Non, elle n'a pas vu Delphine. Cette dernière ne se trouve en tout cas pas chez elle. » À 4h09, Cédric compose le 17 pour prévenir les gendarmes. C'est un homme stressé qui rapporte la disparition de sa femme. Voici la retranscription de son appel. Gendarmerie, je vous écoute. Oui, bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme. Bonjour monsieur, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, écoutez, je me suis réveillé, là, je suis tout seul à la maison. Et elle était là tout à l'heure? Eh ben, écoutez, moi je me suis couché en premier, et après il y avait le petit avec elle devant la télé, donc je sais pas, oui. Vous avez bien fait le tour de la maison? Il est 4h du matin, oui monsieur. Non mais je vous pose des questions. Votre enfant, il est là ou pas dans la chambre? Oui, ils sont là, ils sont au lit. C'est la première fois qu'elle fait ça? Enfin, il y a eu... C'est déjà arrivé une fois, mais c'était en plein été, et là on est en plein hiver. Qu'est-ce qu'elle avait fait la dernière fois? Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes. Voilà ce qu'elle m'avait sorti comme excuse. Et vous pensez quoi? Vous pensez qu'il s'est passé quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Je me suis réveillé, je vous dis, je suis tout seul. Elle est censée venir dans le lit dans la nuit et là il y a personne. D'accord. Il n'y a pas de problème particulier? Vous n'êtes pas disputé ou autre? Ah non. Après, on a un instant de divorce, ça c'est une chose, mais après ça se passe bien. Vous avez essayé de l'appeler? Elle a un portable, quelque chose? Oui, j'ai fait que ça, monsieur. Ça fait 20-25 minutes que j'appelle. J'ai même eu des copines à elle qui sont réveillées et qui m'ont dit qu'elle n'était pas chez elle. Alors, je sais pas. L'opérateur demande à Cédric Jubilard le numéro de téléphone de Delphine, puis il reprend la conversation. Et dans le jardin, vous êtes allé voir? Enfin, elle n'est pas du tout dehors, ni dans le garage, ni quoi que ce soit, rien du tout? Dans le sous-sol, non. Et dehors, non, il y a personne. Non, il y a personne. Après, je vais pas appeler, je vais réveiller les voisins. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Vous êtes monsieur? Jubilard. D'accord. Et vous habitez? 19 rue Yves Montand à Cagnac. D'accord. Et cette dame, elle s'appelle comment? Et pour l'instant, c'est madame Jubilard Delphine. Elle a quel âge? Elle a 33 ans. Elle était habillée comment quand... enfin, hier soir? Non, elle était en pyjama à la maison. D'accord. Après, je sais qu'elle va promener les chiens de temps en temps, mais est-ce qu'elle est allée hier soir? Ah bah, je peux pas vous dire. Moi non plus, je sais pas, je vous dis... Je me lève tôt, je me couche tôt. Vu qu'on est en instance de divorce, on se parle presque plus, chacun fait sa vie et voilà. D'accord. Et vous, ça vous paraît bizarre qu'elle soit partie? Elle n'a pas rejoint quelqu'un ou non dans la nuit? Écoutez, franchement, que ce soit fait d'accord, mais qu'elle le dise et qu'elle ne me laisse pas là comme un con à galérer. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir si elle est en danger ou si elle n'est pas en danger. Moi, j'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien, je sais pas vous dire. Voilà, parce que... Je préfère partir du principe qu'elle est en danger. À ce moment-là, Cédric se met à pleurer. Je vais vous envoyer une patrouille déjà, voir un petit peu ce qui se passe sur place, voir si elle est pas sur... Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Allez, je vous envoie quelqu'un, monsieur. Donc on est bien au 19 rue Yves Montand à Cagnac, c'est ça? Merci. Je fais le nécessaire, monsieur. Vous restez éveillé, que quand mes collègues vont arriver, que vous puissiez... Sincèrement, comment vous voulez que j'arrive à dormir maintenant? Allez, je vous laisse. On va vous aider, monsieur. Merci, c'est gentil. Au revoir, monsieur. Après avoir accroché, l'opérateur du CORG, le Centre opérationnel régional de gendarmerie, a essayé de contacter Delphine sur son téléphone à plusieurs reprises, sans réponse. Il a laissé plusieurs messages et a finalement rappelé Cédric Jubilard à 4h25. Oui, monsieur Jubilard. Oui, dites-moi. Ouais, dites, on n'a pas de nouveau pour l'instant. J'ai une patrouille qui va venir chez vous. Elle serait pas partie avec une voiture ou pas? Non, la voiture est là. La voiture est là, elle n'a pas pu partir bien loin alors. Et vu que vous êtes en instance de divorce, est-ce que vous savez si elle fréquente quelqu'un d'autre? Franchement, j'ai eu des doutes à 2000%, mais je n'ai aucune preuve. La vérité, elle est là. Non mais moi ce que je veux savoir, c'est si elle serait partie chez son amant, ou si c'est vraiment inquiétant quoi. Mais techniquement, si elle part chez son amant, elle a tout perdu au niveau du divorce, donc je pense pas qu'elle ait fait ça. Après, j'en sais rien, je sais pas, je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai quelqu'un qui va venir vous voir. Bon, il y en a pour un petit moment parce qu'ils sont pas à proximité, ils étaient sur autre chose. Je voulais savoir si elle était partie avec une voiture ou pas. Ou... Non, il y a la voiture. Je comprends pas. Donc elle est partie à pied quoi. Oui. D'accord. Il y avait les chiens de ce côté ce matin quand je me suis levé. Normalement, elle les rentre. Pardon? J'ai pas compris. Les chiens étaient dehors quand je me suis réveillé, mais normalement, elle les rentre. D'accord. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à voir avec les collègues. Écoutez, vous n'avez pas trouvé de lettres ou quoi que ce soit sur la table de la cuisine ou autre? Non, il y a rien. Très sincèrement, il y aurait quelque chose, je vous aurais pas appelé. Là, il y a rien, je suis en panique. Bon, ok.
Bon, écoutez, attendez les collègues. Moi, j'ai laissé un message sur son téléphone portable. J'en ai laissé peut-être 3, moi. Ouais. Et puis, voilà. Bon, écoutez, c'est en cours. Les collègues arrivent. Merci, c'est gentil. Et voir entre-temps s'il y a du nouveau, appelez-moi. Non, vous inquiétez pas, je vous appellerai, pas de souci. Allez, ça marche. Au revoir, monsieur. Au revoir. À 4h50, les gendarmes se garent devant le domicile des Jubilards, situé donc au 19 rue Yves-Montand. Au cours de la visite de la maison, ils constatent plusieurs choses assez inquiétantes. Premièrement, les affaires que Delphine aurait pu emporter si elle avait disparu volontairement sont toujours là. Sa voiture, ses clés, ses papiers d'identité. Et ses lunettes de vue sont retrouvées derrière le canapé. Selon Cédric, la jeune femme ne les utilisait plus très souvent. Delphine avait en effet récemment commencé à utiliser des lentilles de contact à la place. Aucune trace par contre de son téléphone, mais le chargeur est retrouvé encore branché dans la prise murale. Deuxièmement, Cédric a un comportement assez inadapté, selon les gendarmes, à la situation. Il les reçoit en pyjama panda avec une capuche à oreille sur la tête. Les deux militaires se demandent même si elles ne se sont pas trompées de maison, tant l'attitude du mari semble en décalage avec la gravité de l'absence de son épouse. Et puis, Cédric s'affaire autour de la machine à laver. On dirait qu'il a fait tourner une machine, ou en tout cas, qu'il s'apprête à le faire. Dans le tambour, il y a la couette sous laquelle Delphine dort depuis qu'elle passe ses nuits sur le canapé. Enfin, faire appel aux gendarmes après seulement une quinzaine de minutes de recherche, c'est une démarche qui sera plus tard jugée comme un petit peu précipitée. Bref, tous ces indices mis bout à bout font que la disparition de la jeune infirmière est immédiatement considérée comme une disparition inquiétante. Si j'ai réussi à vous tenir en haleine jusque-là, faites-moi plaisir et likez la vidéo. En plus de m'aider pour l'algorithme et pour le référencement, ça fait juste super plaisir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, c'est le bon moment. Sans oublier de cliquer sur la cloche de notification et de sélectionner toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais rater aucune vidéo. Allez, on y retourne. Vers 6h du matin, le 16 décembre, Anne, l'amie de Delphine, répond au message que Cédric lui a précédemment envoyé. « Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputés ?»« Non, au contraire, on s'est même fait un câlin, » répond Cédric. Les deux jeunes gens poursuivent leur échange en envisageant la possibilité que Delphine soit partie pour rejoindre un autre homme. À 7h30, Cédric appelle Delphine, il semble très excité et il parle vite. « J'ai grillé Delphine !»« Comment ça? T'as grillé qui? T'as grillé quoi? Pourquoi? »« Delphine! Elle a envoyé une photo d'elle à un mec !» Cet échange, assez étrange, pose question. Parce que si Delphine est bien partie avec son téléphone portable dans la nuit, comment Cédric aurait-il pu tomber sur la photo envoyée à l'amant de Montauban entre le moment de ses premiers messages avec Anne vers 6h et son appel de 7h30? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de cette découverte de cette fameuse photo dès son premier message? En début de matinée, Cédric est convoqué par les gendarmes pour déclarer officiellement la disparition de son épouse Delphine. Il doit ensuite se soumettre à un examen corporel prodigué par un médecin légiste. Il s'agit de s'assurer qu'aucune trace de lutte n'est retrouvée sur son corps. Un prélèvement sera aussi effectué pour confirmer ou non une relation intime récente. Son téléphone est également rapidement analysé, sans résultat probant. Dans la soirée du 16 décembre, Cédric Jubilard ressort libre et rentre chez sa mère, où l'attendent ses enfants. Dans un autre registre, l'analyse plus poussée du téléphone de Cédric ne correspond pas avec la version qu'il a racontée aux enquêteurs. Cédric explique avoir joué sur son mobile, dehors, tout en déambulant et en fumant ce fameux soir. Il affirme que la batterie de son téléphone s'est vidée sans qu'il n'y prête attention, trop absorbé par son jeu. Et quand il est rentré chez lui, il a, selon lui, branché son téléphone et essayé de le rallumer, mais la batterie était complètement à plat. Il dit ensuite avoir décidé d'aller prendre sa douche et, en sortant, aux alentours de 22h30, l'avoir rallumée et passer directement en mode avion. Selon lui, il préfère le mode avion au mode silencieux parce que, dans le second cas, rien ne sonne, pas même son alarme le matin. Cependant, les expertises sur le smartphone livrent une toute autre version. Cédric a arrêté de jouer à 22h04 et a éteint le téléphone à 22h08. La jauge de la batterie indiquait alors 40%. Et quand il a réactivé à 3h53 pour appeler la gendarmerie à 4h09, le niveau de la batterie était à 33%. Selon les gendarmes, ça signifie que contrairement à ce qu'il indiquait, Cédric n'a jamais branché son téléphone parce que, si ça avait été le cas, en 6 heures, la batterie aurait dû se recharger. Lors de l'enquête de voisinage effectuée par les gendarmes, ils ont pu recueillir un témoignage glaçant. Une mère et sa fille regardaient ce soir-là un film à la télévision. La mère, lors d'une coupure pub, est sortie sur sa terrasse pour fumer une cigarette et sa fille de 11 ans
y a rejointe. Quand soudain, elles ont entendu des cris stridents, les cris d'une femme apeurée, mêlés à des aboiements de chiens, de 2 chiens pour être exact. La mère et sa fille ont pu bien différencier les 2 bêtes parce que l'une aboyait largement plus fort que l'autre. Pas suffisamment fort cependant pour couvrir ces cris qui nous ont fait très peur, pour reprendre les propos exacts de la mère et de sa fille. Selon elle, ces cris ont commencé à 23h07 et duré entre 5 et 10 minutes. Les 2 témoins ont pu identifier la direction depuis laquelle les cris proviennent. Il s'agit d'une zone qui comprend 5 ou 6 maisons, dont celle des Jubilards. Ensuite, le téléphone de Delphine a lui aussi gardé pas mal de ses secrets. Il n'a jamais été retrouvé, mais les analyses ont quand même pu apporter quelques éléments perturbants. Le smartphone de la jeune femme s'est activé 2 fois au cours de la nuit de sa disparition. Les enquêteurs n'ont toutefois pas été capables de dire si c'était une action manuelle ou si c'est l'application qui s'est actualisée d'elle-même en arrière-plan. Par contre, à 1h30, c'est la lampe torche du téléphone qui a été allumée. Et là, les spécialistes sont formels. L'activation de la lampe torche ne peut être que manuelle. Aucune application ou notification, quelle qu'elle soit, ne peut déclencher son allumage sans une intervention humaine. Alors, qui s'en est servi cette nuit-là? Dans quel but? Et pour éclairer quoi? Le téléphone de Delphine a borné toute la nuit dans la zone de l'antenne relais, formant un cercle de 2 km autour de son domicile. Et à 7h48, le téléphone s'est éteint pour ne plus jamais être rallumé. Pour finir, Cédric a entamé une nouvelle histoire d'amour avec Séverine, la mère d'un de ses copains de poker. Cette relation a commencé seulement 4 mois après la disparition de Delphine. Leur couple a été officialisé quand Cédric a posté une photo de lui et de sa nouvelle chérie, Séverine, sur les réseaux sociaux. Ils sont tous les 2 décrits comme ayant de nombreux points communs. Ce sont de grands sensibles, à fleur de peau, incompris, et surtout versant dans la provocation. Cet acte a été très mal vécu par les proches de Delphine. L'opinion publique a été scandalisée et le couple est depuis perçu comme très controversé. Sans porter de jugement, on peut légitimement commencer à se demander qui est vraiment Cédric Jubilard, cet homme qui accueille les gendarmes en pyjama panda, qui leur ment quant à l'utilisation de son téléphone et qui annonce officiellement, si tant est que Facebook rende le truc officiel, sa nouvelle relation seulement 4 mois après la disparition de Delphine. Eh bien, l'avenir proche va nous apporter quelques réponses à ces questions. Séverine, qui deviendra plus tard un personnage clé dans l'enquête, s'est livrée à plusieurs confidences depuis que son cher et tendre est derrière les barreaux. D'abord, Cédric lui aurait expliqué que, pour faire disparaître des empreintes, des traces ou des indices, il connaît une méthode infaillible, gratter la peau avec du papier de verre. Et le médecin légiste qui l'avait ausculté le 16 décembre 2020 avait indiqué dans son rapport qu'il était très difficile de procéder au prélèvement car M. Jubilard se rongeait les ongles pratiquement jusqu'au sang. L'état de ses mains, et en particulier de ses ongles, aurait-il pu être causé par l'usage d'un papier de verre? Cédric a aussi fait part à Séverine d'une technique pour dissimuler un corps. Il suffit de le donner aux cochons. Ces bêtes mangent tout, sauf les dents, selon lui. Pour un porc affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Vous devez raser la tête de vos victimes et leur arracher les dents. Ce sont les seules choses que les porcs ne digèrent pas. Chose d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, qu'on a démenti au cours d'un live assez récemment. Le fils de Cédric et Delphine, Louis, âgé de 6 ans, a été entendu plusieurs fois par les gendarmes, dans un premier temps, puis par l'une des magistrates instructeurs. Lors de sa première audition, voilà ce que le bout de chou a révélé. Il confirme le câlin fait par ses parents aux alentours de 22h30 dans la chambre parentale alors que Cédric était déjà au lit. Peu après 23h, il aurait entendu ses parents discuter sans pour autant comprendre les phrases qu'ils échangeaient. Cette première déclaration met à mal la version de Cédric. Si sa femme et son fils se sont couchés après lui, comment le petit garçon aurait-il pu entendre une conversation entre ses parents puisque Cédric était déjà censé dormir? Est-ce que le père de famille s'est relevé? Ou bien est-ce que c'est le petit garçon qui confond un petit peu les dates? Lors de sa seconde audition, Louis affirme maintenant que ses parents se sont violemment disputés ce soir-là. Il criait et à un moment, l'un des deux parents se serait alors exclamé « Puisque c'est comme ça, on va se séparer ». Le petit garçon a-t-il pu être influencé par quelqu'un qui aurait voulu lui faire dire ça? Et s'il a vraiment entendu cette phrase, dans quel contexte ces mots ont-ils été prononcés? Peut-être que Delphine a annoncé ce soir-là à Cédric que son départ était imminent, et ce dernier aurait alors réalisé que la fin de son couple devenait concrète. Se pourrait-il qu'il ait alors pété les plombs et commis l'irréparable? Lors de sa troisième audition, le petit garçon révélera avoir été témoin d'une dispute entre ses parents
le soir du 15 décembre. Il s'était dissimulé derrière la porte et voyait donc une partie du salon, là où se trouvait l'arbre de Noël. Louis décrit ses parents comme s'empoignant chacun par les épaules et criant très fort. Il confirme cette fois-ci très clairement que c'est son papa qui a prononcé les mots « Alors, puisque c'est comme ça, on va se séparer ». Mais comment expliquer les 3 versions, somme toute très différentes, données par le petit garçon? Il y a ensuite le témoignage hallucinant d'un prisonnier, voisin de cellule de Cédric. Les enquêteurs considèrent immédiatement ce témoignage comme fiable. C'est une piste qui sera étudiée avec beaucoup de sérieux. Marco, un codétenu corse, est arrivé en août 2021 à la prison de Toulouse, où est donc incarcéré Cédric. Les 2 prisonniers sont à l'isolement, Cédric à cause de son statut de détenu médiatisé, et Marco à cause d'un passé de gangster. Les 2 hommes se lient d'amitié et échangent oralement d'une cellule à l'autre, par leurs fenêtres ouvertes. Quelques jours avant sa libération, Marco a demandé à être entendu. Il a des révélations à faire sur la disparition de Delphine Jubilard. Cédric lui aurait confessé le meurtre de sa femme. Celle-ci aurait perdu la vie sous les coups de couteau de son mari. Cédric se serait même vanté d'être un assassin brillant. Les enquêteurs n'ont jamais pu mettre la main sur l'arme du crime. Sous le sceau du secret, il confie à Marco que le corps de Delphine repose sous terre, à proximité d'une ferme qui a brûlé au printemps 2021. Seulement, il est inquiet. Avec l'automne qui arrive et la météo qui se dégrade, il a peur que les ruissellements d'eau ou même l'œuvre de sanglier ne mettent à nu la dépouille de Delphine. Celle-ci ne serait enterrée qu'à quelques centimètres seulement de profondeur. Il charge alors Marco d'une mission puisque ce dernier doit être libéré rapidement. Peut-il se mettre en relation avec Séverine, sa compagne, et aller s'assurer sur le terrain que tout va bien? Séverine pourra tout à fait le guider. Cédric lui fait suffisamment confiance pour lui avoir révélé l'endroit où se trouvait le corps de l'autre, comme il appelle désormais souvent Delphine. Les enquêteurs estiment que le témoignage de Marco est crédible. Il n'a rien à gagner à collaborer. Dans quelques jours, il sera libre. Et c'est ainsi que Marco va suivre à la lettre les instructions de Cédric, tout en étant sur écoute et surveillé de très très près par les gendarmes. Malheureusement, rien ne ressortira de cette piste. Aucun cadavre n'est retrouvé aux abords de la fameuse ferme incendiée. Séverine, la petite amie de Cédric, déclara qu'effectivement Cédric lui avait dit qu'il avait tué sa femme, puis qu'il l'avait enterrée à cet endroit, mais que c'était sur le ton de la rigolade pour bien montrer à quel point il trouvait ridicule les soupçons pesant sur lui. Alors, chacun son sens de l'humour, celui de Cédric Jubilard, en tout cas, il est quand même assez particulier. En tout cas, ces différents témoignages sont autant d'espoirs gâchés. Va-t-on un jour pouvoir mettre un point final à l'affaire Delphine Jubilard? L'enquête continue, mais cette enquête, justement, va devenir l'une des investigations les plus controversées de l'histoire criminelle française. Pour l'un des avocats de Cédric Jubilard, maître Alary, le dossier de l'accusation est tellement vide que les preuves sont littéralement fabriquées. Comme l'instruction est encore en cours, les éléments connus du grand public sont peu nombreux, mais on peut cependant noter plusieurs couacs au cours de cette enquête. Le 16 juin 2021, soit 6 mois jour pour jour après la disparition de son épouse, Cédric Jubilard est donc placé en garde à vue. 48 heures plus tard, le 18 juin 2021, il est mis en examen pour meurtre aggravé sur conjoint. À cette occasion, une conférence de presse est donnée à 16h par le procureur de la République au parquet de Toulouse. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs informations données seront ensuite considérées comme fausses, voire même mensongères. S'agit-il d'erreurs malheureuses ou bien de déclarations volontaires? En premier lieu, le procureur estime que partir seul dans la nuit avec un téléphone dont on sait que la lampe torche n'a pas été utilisée, surtout pour une femme ayant peur du noir, semble invraisemblable. Or, souvenez-vous, on sait qu'en fait, la lampe torche du téléphone de la disparue a bien été utilisée aux environs de 1h30 du matin. Le procureur explique aussi que lorsque les gendarmes sont arrivés, elles ont trouvé Cédric occupé à déclencher une machine à laver dans laquelle se trouvait la couette du lit que Delphine occupait depuis la séparation d'avec son époux. Ce qui a été relevé aussi, c'est que lorsque les gendarmes arrivent vers donc 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Le procureur estime que c'est un contexte incongru. Sa femme a disparu et lui, il lance une machine. De plus, le procureur affirme que, vu l'état du logement où le ménage, semble-t-il, laisse à désirer, se préoccuper du linge sale est d'autant plus bizarre. Puis il poursuit en revenant sur les explications de Cédric sur cette couette. Les chiens auraient sali l'édredon en faisant pipi dessus.
Même si l'explication peut sembler tenir la route dans des circonstances normales, il considère que laver du linge, même souillé alors que sa femme vient de disparaître, ça n'est pas la première chose à laquelle on pense. Ceci se passe de manière, dans un contexte, vous en conviendrez, assez incongru, puisqu'elle a disparu, et c'est pas la première chose à laquelle on pense, d'autant plus que, je suis désolé de le dire, mais que ça se situe dans une habitation dont l'état d'entretien est extrêmement négligé, et on ne voit pas l'intérêt, puisque M. Jubilard lui-même est dans un pyjama, est vêtu d'un pyjama dont il explique qu'il l'a jamais lavé. Le problème avec cette histoire de couette, c'est qu'elle n'a jamais été lavée cette nuit-là. C'est au cours de la seconde visite des gendarmes, 36 heures plus tard, lors de la mise sous scellé de certains éléments, que la couette a été retrouvée fraîchement lavée. D'ailleurs, les 2 premiers gendarmes arrivés sur les lieux le matin du 16 à 4h50 sont formels. Aucune machine à laver ne tournait. Et dans le silence de la nuit, elle l'aurait entendu parce que la machine était située à seulement quelques mètres d'elle, presque sous leurs yeux. En plus, sur les photos prises à ce moment précis, on aperçoit la couette, bien en évidence, sur le canapé sur lequel Delphine dormait. Cette information, qui apparaissait comme l'une des pièces centrales de l'accusation, se révèle donc fausse. Les résultats de l'analyse scientifique ont d'ailleurs été rendus publics début 2022. Aucune trace de sang n'a été relevée sur la couette, ni dans l'eau du siphon de la machine, ni nulle part dans la maison, ou même dans la voiture d'ailleurs. En second lieu, le procureur fait état de la façon dont était garée la voiture de Delphine. Habituellement, elle stationne toujours en marche arrière. Comme ça, elle peut repartir directement, sans avoir besoin de manœuvrer. Le procureur explique que les gendarmes, le lendemain, à leur arrivée, ont trouvé la voiture garée dans l'autre sens, en marche avant. Ce véhicule, il est établi 2 choses. Il est établi qu'il a été déplacé. C'est-à-dire que Madame Jubilard avait ses habitudes, elle le mettait dans le sens de la montée, toujours prête pour le départ le lendemain, dans un sens précis. Et les voisins ont confirmé que lorsqu'elle est arrivée le 15 décembre au soir, elle l'avait garée comme à l'habitude. Lorsque les gendarmes à 4h50 arrivent, la voiture est garée dans l'autre sens. Sauf que la façon de se garer de Delphine dépend. En général, quand elle a sa fille de 18 mois installée dans son siège auto, Delphine se gare bien en marche avant. Pourquoi ? Parce que de cette manière, son véhicule est stationné directement le long du chemin gravillonné qui monte à la maison. L'endroit où elle se gare en terre est parfois glissant et la jeune maman ne voulait pas prendre le risque de déraper et de tomber avec sa petite Elia dans les bras. Donc, elle limitait au maximum les déplacements. Et la dernière fois que Delphine a pris sa voiture, elle était avec ses enfants. Il semble donc logique qu'elle se soit garée en marche avant. Les voisins, eux, se souviennent pourtant que la voiture de Delphine était stationnée comme d'habitude, c'est-à-dire en marche arrière. Alors pourquoi Anne, l'amie de Delphine, livre-t-elle une toute autre version ? Anne le revendique le 15 décembre, elle est passée devant la maison des Jubilard et elle a dû freiner brusquement parce que Oprah, l'un des 2 chiens de la famille, s'était précipité sur la route. Anne avait alors descendu la vitre côté passager et dit à sa copine « Purée, j'aurais pu l'écraser !» Et Delphine lui avait répondu « Ouais, je sais, elle fait ça à chaque fois maintenant, elle me rejoint à la voiture à chaque fois que j'arrive. » Anne, que cette dernière conversation en apparence banale a ensuite hanté, se souvient très bien de la façon dont Delphine était garée. Elle est formelle, le capot était vers le haut, en marche avant. Pour la faire courte, le procureur semble avoir mis en avant le fait que le véhicule de Delphine était garé de manière inhabituelle, une indication supplémentaire de quelque chose d'anormal, alors qu'en fait ça ne semble pas être le cas du tout. L'un des avocats de Cédric Jubilard rappelle d'ailleurs qu'aucun procès-verbal stipulant le sens dans lequel était garé le véhicule de Delphine n'était dressé par les gendarmes à leur arrivée. Il revient également sur un autre élément important, les 2 gendarmes se souviennent avoir vu de la condensation sur les vitres de la 206. Elles sont plutôt catégoriques à ce sujet, mais n'avaient pas estimé l'information importante, parce que, pour elles, lorsqu'elles sont arrivées sur les lieux pour la première fois, c'était pour assister un mari en détresse après la disparition de sa femme. Raison pour laquelle ce détail anodin sur le moment n'avait, lui non plus, pas été consigné. Sauf que, selon des experts, la seule raison pour laquelle il pourrait y avoir eu de la buée sur les vitres, c'est si une ou plusieurs personnes s'étaient récemment trouvées dans le véhicule. Encore un élément qui tendrait à prouver que quelque chose s'est passé cette nuit-là, mais l'avocat de Cédric rappelle qu'il ne s'agit que d'une observation qui ne se trouve nulle part au dossier. Sinon,
Vous vous souvenez des cris entendus par une mère et sa fille? Eh bien, il semblerait que, même si des cris ont bien été entendus cette nuit-là, ce n'est pas Delphine Jubilard qui les aurait poussés. Maître Emmanuelle Franck, l'une des avocates de Cédric, en a fait la démonstration lors d'une audience au tribunal le 6 juillet 2021. Le mardi 15 décembre 2020, TF1 diffusait le film Retour vers le futur 2. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! La mère n'est plus très sûre du moment exact pendant lequel elle est sortie fumer. C'était sûrement pendant une page de pub, mais il se peut qu'elle confonde avec une précédente pause cigarette survenue plus tôt dans la soirée. Sa fille, en revanche, n'a aucun doute. Sa mère est sortie pendant une scène précise, scène qui a été diffusée entre 22h51 et 22h55. À cette heure, Delphine était encore en train d'envoyer des textos à son amoureux et Louis n'était pas encore au lit. Il est donc impossible, selon elle, que ces cris correspondent au moment où Delphine aurait perdu la vie. Ce sont toutes ces différentes fausses notes survenues au cours de l'enquête qui ont participé à l'emballement médiatique autour de l'affaire Jubilard. Affaire qui est toujours en cours, avec d'ailleurs un nouveau rebondissement en date du 7 avril 2022. Cédric Jubilard est toujours écroué à la prison de Toulouse. C'est son impossibilité d'accepter la séparation sentimentale et matérielle imminente qui est retenue comme mobile de cet homicide volontaire sur conjoint. Les recherches sont toujours en cours et voilà les derniers rebondissements quasiment en temps réel. La voiture blanche, qui avait été évoquée par Marco, le co-détenu corse, au cours de la confession supposée de Cédric, a été identifiée. Il s'agit d'une Peugeot 306 blanche, appartenant à l'un de ses amis. Plusieurs traces de sang et des cheveux ont été retrouvés à bord, mais la science a parlé, les cheveux ne correspondent pas au profil ADN de Delphine, et le sang retrouvé, lui, est d'origine animale. Récemment, Cédric a écrit une lettre à Séverine. Suite à ses différentes rencontres avec Marco, le co-détenu corse de Cédric, Séverine a été placée en garde à vue en décembre 2021, exactement un an, jour pour jour, après la disparition de Delphine. Elle a été entendue pour complicité de recel de cadavres au cours d'une garde à vue de 36 heures avant d'être relâchée. Dans cette lettre, datée de janvier 2022, il demande pardon à Séverine donc en lui expliquant qu'il a trop parlé, qu'il a raconté n'importe quoi à n'importe qui et qu'il a le sentiment de s'être fait baiser par Marco. Ce sont ses mots, pas les miens. Personne ne sait si Cédric a réellement fait ces révélations à Marco et surtout s'il les a faites, dans quel but. On peut aussi se questionner sur les raisons que peut bien avoir Cédric d'envoyer une telle lettre à sa petite amie. Il sait que les courriers envoyés depuis la prison sont lus par le personnel pénitentiaire avant d'être expédiés. Est-ce une manière de se justifier sur cette fausse confession ? Le scénario élaboré et retenu par les enquêteurs suite à la confession supposée de Cédric à Marco, le co-détenu corse, est étayé par le témoignage de Louis, le fils des Jubilard, et le suivant. Cédric se serait relevé au moment où son fils allait se coucher, peu après 23 heures. Une dispute aurait éclaté alors que Cédric aurait surpris sa femme en train d'envoyer des messages à son amant sous le toit conjugal, à quelques mètres seulement de leurs enfants endormis, et de lui, l'homme qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Après une première altercation à l'intérieur de la maison, à proximité du sapin de Noël, les époux seraient sortis dans le jardin. Le ton serait monté et le couple en serait venu aux mains. Cédric aurait pris le dessus et aurait étranglé Delphine. Les cris de cette dernière sont passés inaperçus aux oreilles des voisins les plus proches. En décembre, il fait froid. De plus, il est tard, alors les gens sont bien à l'abri, au chaud, calfeutrés derrière leur double vitrage et leurs volets roulants. Par contre, les hurlements auraient bien voyagé jusqu'aux oreilles de cette mère et de sa fille qui étaient dehors sur leur terrasse. Cédric Jubilard serait donc, selon eux, le meurtrier de sa femme, Delphine. Mon copain Charlie Frigoul, avec qui j'ai fait une collaboration la semaine dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a sorti il y a peu de temps une vidéo en collaboration cette fois-ci avec Marine B, dans laquelle il établit des points de comparaison entre l'affaire qu'il traite et la disparition de Delphine Jubilard. Je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Marine B a de son côté, elle aussi, posté une vidéo il y a plusieurs mois sur la disparition de Delphine. Si l'affaire vous intéresse, allez la regarder, elle est aussi très complète. Flash info, le 7 avril 2022, l'avocat des parties civiles, Maître Batik, a fait cette déclaration. Il est à présent clair que le mobile serait une crise de jalousie de Cédric envers Delphine suite à un message de l'amant de l'infirmière. L'enquête avance, selon lui, plus qu'il n'y paraît,
et les magistrats ont pu affiner la personnalité de l'auteur présumé. Et on a aussi appris, le 12 avril 2022, il y a 2 jours à peine quand je enregistre cette vidéo, que Cédric sera convoqué devant les magistrats le 12 mai. Pour quel motif exactement, ça, on ne le sait pas encore avec certitude, mais il se pourrait qu'il s'agisse d'une confrontation avec l'un de ses co-détenus. Marco ? Pour le moment, Cédric Jubilard est toujours présumé innocent, même s'il va vraisemblablement être renvoyé aux assises pour le meurtre de son épouse, Delphine. Je suis vraiment curieux de connaître votre ou vos avis sur cette affaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans la rubrique commentaires. En revanche, n'oubliez pas de rester respectueux et objectif. Et donc place maintenant aux questions à Ronan. Alors Ronan, moi ma première question, elle est par rapport à cette voiture, la voiture de Delphine. Et j'avoue que c'est un petit peu confus dans ma tête. Déjà, est-ce que la voiture, c'est la voiture garée capot vers le haut ou capot vers le bas, pardon, est-ce qu'elle a été trouvée dans la rue ou dans l'allée ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus par rapport à cette voiture ? Oui, la voiture de Delphine, en fait, est stationnée sur le trottoir qui est en face de la maison, de l'autre côté de la rue. Il faut traverser la rue Yves-Montand et la voiture est garée, semble-t-il, de manière habituelle et classique, avec le capot orienté vers le haut, donc dans le sens montant. Et là, ce matin-là, les gendarmes qui arrivent sur place vers 5h du matin, qui reviennent ensuite à 6h30, etc., constatent que ce véhicule, cette Peugeot 207 bleu marine de Delphine, est garé avec le capot orienté dans le sens de la descente, donc vers le bas. Au sens classique de stationnement et opposé surtout au sens dans lequel des voisins ont vu cette voiture garée la veille au soir. Les voisins, mais par contre, Anne, elle, a précisé qu'elle avait vu la voiture dans la position indiquée par le procureur. Alors, Anne, l'une des meilleures amies de Delphine, elle voit cette voiture à 17h la veille, donc le 15 décembre, garée, capot vers le haut. Et un voisin qui rentre du travail plus tard, vers 21h, 21h15, confirme aussi aux gendarmes avoir vu cette voiture capot vers le haut. C'est un témoignage, il faut le prendre avec des précautions toujours, mais en tout cas, voilà 2 personnes qui confirment avoir vu cette voiture garée avec le capot vers le haut, et notamment ce deuxième témoignage qui est à 21h15, à un moment où ensuite, cette voiture n'est pas utilisée normalement. On sait qu'après 21h15, personne ne sort, enfin, personne ne dit avoir utilisé cette voiture. Ce qu'on sait, c'est ce que les gendarmes constatent, c'est que le lendemain matin, quelques heures plus tard, donc, elle est garée dans le sens inverse. Donc évidemment, ça laisse à penser que cette voiture a été utilisée dans le courant de la nuit. L'élément de stationnement, mais aussi l'élément de la condensation qui a été observé à l'intérieur du véhicule. Oui, ça c'est un élément qui est assez discuté, puisque ça repose sur des constatations visuelles qui n'ont pas constatations visuelles de 2 des 3 gendarmes. Le 3e gendarme, lui, il se souvient d'avoir vu de l'humidité à l'intérieur du véhicule avec une vitre qui est légèrement entrouverte côté passager. Et donc, il est assez compliqué de déterminer si c'est un phénomène d'origine tout à fait naturel lié aux conditions de température et d'humidité et de pression, ou si c'est la trace d'une présence humaine à l'intérieur du véhicule au cours de la nuit. C'est assez compliqué. La défense, évidemment, conteste énergiquement ce point et ça fait partie pourtant des indices qui laissent à penser qu'il y a une présence humaine dans cette voiture. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais récemment, il y a un article au moins qui a été repris par la suite, indiquant que le téléphone de Delphine aurait été activé à 6 reprises au cours de la nuit, dont une ultime fois à 6h52, alors que Cédric, à ce moment-là, était censé être en présence des gendarmes. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça ? Alors d'abord, il faut bien rappeler que ce téléphone n'a toujours pas été retrouvé. Et donc, c'est évidemment un indice important pour les enquêteurs. Il peut contenir beaucoup d'éléments, peut-être un élément décisif. Ensuite, ce que je peux dire, moi, c'est que effectivement, Huawei, le constructeur de l'appareil,
mais ça remonte au printemps 2021, dans les premières semaines de l'enquête en réalité, Huawei a répondu aux juges d'instruction et aux enquêteurs pour dire que ces commandes dont on retrouve la trace grâce au compte Google associé au téléphone, parce que les enquêteurs ont pu avoir accès au compte Gmail de Delphine qui est associé au téléphone, qui contient dans ses archives les traces techniques de l'activité du téléphone. Et donc, ces traces numériques, elles sont au nombre de 6 ou 7, effectivement, entre minuit et 6h52. Et cette dernière trace est évidemment très intéressante, puisqu'elle pourrait éventuellement dédouaner Cédric. Sauf que, et ça, on l'explique aussi, le Parisien l'explique dans un article récent, cet élément est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, puisque à 6h52, les gendarmes ne sont pas forcément au contact de Cédric, dans la mesure où ils sont en train de réaliser l'inspection des véhicules et qui sont à l'extérieur de la maison. Ils inspectent notamment la Peugeot 207 de Delphine. Et Cédric, lui, ne participe pas à cette inspection. Il n'est pas à côté des gendarmes. Il est à l'intérieur de la maison parce qu'il a invoqué le fait que les enfants, ces 2 jeunes enfants, Louis et Elia, pouvaient peut-être se réveiller à tout moment, qu'il était préférable que lui reste dans la maison, ce qui peut éventuellement s'entendre. Le fait est, c'est qu'il n'est pas forcément au contact des gendarmes, et donc il a éventuellement, je dis bien éventuellement parce que je n'ai pas de certitude sur le timing de l'inspection du véhicule, mais on sait qu'elle a lieu, entre 7h moins quart et 7h, à peu près dans ces eaux-là. Et c'est une inspection qui est relativement approfondie, donc qui prend plusieurs minutes. Et donc, il est possible que Cédric ait tout loisir, en réalité, de manipuler. Et ça, c'est une hypothèse. On peut aussi, évidemment, penser que ce téléphone est entre les mains d'une tierce personne, soit un complice éventuel de Cédric Jubilard, soit une personne qui n'a aucun rapport avec lui. Mais en tout cas, il est impossible de dédouaner à partir de cet élément Cédric Jubilard, dans la mesure où, comme je viens de vous l'expliquer, il n'est pas au contact permanent des gendarmes. Le contact visuel n'était pas systématique pendant toute cette période de temps-là, entre les gendarmes et Cédric. Effectivement, dans ce laps de temps où les gendarmes sont à son domicile, entre 6h30 et 7h15, eh bien, il n'y a pas de contact visuel permanent, puisque, comme on vient d'en parler, eh bien, il y a ce moment d'inspection des véhicules qui se déroule sans la présence de Cédric Jubilard. Super intéressant. Et cette histoire de couette, Roland, tu peux nous donner un petit peu plus de détails, parce que ça aussi, c'est un point qui a été assez confus. Ouais, alors comme je l'explique dans le mystère Jubilard, hein, cette couette, c'est vrai, elle a semé beaucoup de la confusion, parce que ça a été utilisé évidemment par la défense de Cédric Jubilard, et c'est bien normal, pour montrer que l'accusation n'était pas très solide. Le procureur de la République de Toulouse, lors de son intervention le 18 juin, il raconte que Cédric Jubilard met donc la couette à laver dès le petit matin, dès le 16 décembre. Et cet élément, première fois où les gendarmes sont venus faire les premières constatations, c'est ça ? Quand les gendarmes arrivent, les 2 premiers gendarmes arrivent, ils constatent que Cédric est en train de s'affairer autour de la machine à laver. Il referme le hublot et hop, elles arrivent. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui va revenir très vite. Il va dire, mais il mettait quoi, en fait, dans cette machine à laver ? Sauf que les premiers gendarmes n'ont pas eu la présence d'esprit d'aller regarder tout de suite dans la machine à laver. Et elles peuvent juste dire que la machine à laver ne tourne pas à ce moment-là, donc vers 5h du matin. Mais Cédric va être interrogé sur ce sujet et il va dire, mais qu'est-ce que vous faisiez ? On lui demande, qu'est-ce que vous faisiez avec cette machine à laver ? Et là, il va donner une explication où il parle de la couette. Et il explique qu'il a mis la couette à laver parce que l'un de ses chiens avait uriné dessus. Au moment, et là, il n'y a pas d'ambiguïté dans ses explications, à un moment où il attend les gendarmes, donc entre 4h et 4h50 du matin. Et donc, les gendarmes, dans un premier temps, prennent ça comme une information, ok, c'est la couette. Et dans un deuxième temps, ils vont constater que cette couette est encore sur le canapé dans la journée du 16.
dans la journée du 16, donc dans la journée qui suit vraiment la nuit de la disparition. Parce qu'ils ont pris des photos du domicile et ils ont pris de nombreuses photos. Et puis sur l'une des photos, ils se rendent compte, mais attendez, il y a une couette en fait sur le lit là. Donc la couette, elle peut pas être et sur le lit et sur le canapé, pardon, et en même temps avoir été lavé. Enfin, il y a une forme d'incohérence. Et Cédric Jubilard dira après, oui, j'ai dû me tromper. Alors c'était pas la couette. Et si c'était pas la couette, c'était quoi? Et les juges d'instruction creusent encore ce sujet. Je suis pas du tout certain qu'elles arriveront à obtenir une réponse définitive et convaincante, mais il est possible que ce n'était pas la couette, mais plutôt la housse de couette. Et dans ce cas-là, pourquoi laver la housse de couette? La housse de couette qui va être retrouvée sur l'étendoir, sur le séchoir qui est dans le salon. Cette housse de couette, on la retrouve sur le séchoir et les enquêteurs et la justice pensent que cette housse de couette était encore humide le 16 dans la journée parce que il y a différentes couleurs, différentes teintes qui laissent à penser qu'il y a des zones humides et des zones sèches. C'est ça qui leur laisse à penser que. Et pourquoi laver cette housse de couette? Eh bien, on n'a pas la réponse. Effectivement, ça rajoute encore au mystère. Et il n'y a pas d'élément décisif. C'est ça la particularité de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a une somme d'éléments troublants, d'indices qui convergent toujours vers Cédric, sauf que les fils ils se touchent jamais dans cette affaire. Et c'est ce qui lui permet, pour l'instant, bien de rester sur sa ligne de défense, aussi étroite soit-elle. Et en parlant de Cédric, justement, donc toi, tu as eu l'occasion de le rencontrer dans son domicile, dans le domicile où il vivait avec Delphine, à plusieurs reprises. Comment ça s'est passé déjà? Comment est-ce que tu t'es senti? C'était quoi ton feeling? Est-ce que tu étais serein ou est-ce que tu étais un petit peu mal à l'aise? La première rencontre a lieu donc, le 8 avril 2021. Je raconte aussi dans le livre, évidemment. Là, c'est presque l'un des chapitres. Je raconte en détail cette première rencontre où Cédric Jubilard me fait visiter sa maison pour commencer, comme si pour faire les présentations d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là aussi, Cédric Jubilard n'est pas considéré comme le suspect numéro 1. C'est un possible suspect, mais rien n'est clair. Il est en liberté. Il va être d'ailleurs considéré comme partie civile par la justice quelques semaines après cette rencontre. Donc moi, je ne suis pas forcément dans l'optique d'aller voir quelqu'un qui est suspecté du meurtre de sa femme. C'est un homme aussi, oui, dont la femme a disparu. Ça, c'est vrai. Et puis au fil de la rencontre, assez rapidement, la légère appréhension s'estompe parce que c'est un hôte aussi assez agréable. La conversation est rythmée. On s'ennuie pas, on s'ennuie jamais avec Cédric Jubilard. Et puis il y a une forme de simplicité aussi chez lui. Il part des choses sans gêne apparente. Et ça en devient presque troublant par moments lorsqu'il évoque le souvenir de sa femme en des termes assez négatifs par moments. Comme s'il lui en voulait encore de quelque chose. Et effectivement, dans le contexte du moment, c'est troublant. On se dit que cet homme est animé comme par un ressentiment assez fort qui perdure malgré la disparition, malgré la perte, malgré voilà. Et donc effectivement, ça laisse tout ça une impression assez mitigée. Quand je sors de chez lui, je l'ai trouvé sympathique. C'est difficile, effectivement, maintenant, mais oui, c'est quelqu'un avec qui c'était voilà, le temps passe vite. Et en même temps, il y avait cette petite impression mitigée en disant pour un homme dont la femme a disparu, c'est vrai que se comporte de manière troublante. Surprenante. Ouais, il échappe un peu aux images, aux projections qu'on peut se faire, mais ça ne prouve rien. Ça ne prouve absolument rien. Peut-être qu'au fond de lui, il avait était traversé par des sentiments très forts, très puissants, très négatifs, très noirs, mais qu'il ne voulait rien en montrer. Parce que moi aussi, quand j'arrive là, j'arrive aussi avec ma casquette de journaliste pour le Parisien. Et donc, je me méfie aussi des impressions qu'il peut vouloir aussi donner. Peut-être qu'il est dans une entreprise de communication, voire de séduction. Donc, je prends beaucoup de pincettes aussi à ce moment-là avec les impressions que moi-même je peux avoir.
Ronan, merci beaucoup pour ta participation. C'était vraiment super sympa. Et pour les viewers que ça intéresse, je rappelle qu'il y a ton livre qui est disponible à la FNAC. Et c'est, j'allais dire pour ainsi dire, mais non, en fait, c'est l'ouvrage dans lequel il y a le plus de détails sur l'affaire. Et alors maintenant, je sais pas si tu es au courant, mais généralement, dans la semaine qui suit la publication d'une vidéo, on fait un live avec les viewers pendant lequel on approfondit un petit peu l'affaire. On échange des théories, des opinions, des idées, des choses comme ça. Des fois, on dévoile Moi, je dévoile des détails que je n'ai pas dévoilés au cours de la vidéo parce que pas le temps, parce que plein de choses. Est-ce que éventuellement tu serais partant pour participer à ce live avec nous ? Bien sûr, avec plaisir. Non, c'est toujours très intéressant d'échanger parce que des avis, des opinions parfois peuvent faire réfléchir et peuvent aussi par contre, en tant que journaliste. Par contre, tu es au courant que là, pour le coup, c'est nous qui allons essayer de te tirer les verres du nez. Hein. Ah ben, je n'en doute pas. J'attends ça avec impatience. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et du coup, je te dis normalement à mercredi s'il n'y a pas de changement dans le planning pour ce live. Merci encore de ta participation. Entendu. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Comme je l'évoquais plus tôt, cette affaire, d'une certaine manière, me fait un petit peu penser à l'affaire Ice Cream Killer, rôle inversé. Si vous ne l'avez pas vu, foncez et vous me direz si vous aussi vous y voyez des points communs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.